Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet du Ryzen 5 1600 et comment il se comporte en 2022. Allons-y, c'est parti. Alors l'arrivée des Ryzen de première génération, ça a quand même été un petit tournant, que ce soit pour le marché des processeurs grand public et aussi surtout pour AMD, puisqu'avant l'arrivée des Ryzen, eh bien AMD est quand même passé pas très loin de la faillite. Puisqu'avant l'arrivée de Ryzen, c'était assez compliqué pour AMD, puisqu'on avait les processeurs, les FX à l'époque, et la génération FX, ça avait quand même été une petite catastrophe. Au niveau des performances, c'était quand même pas terrible, et on va dire que dans l'ensemble, les FX, comparé à ce qu'Intel proposait à l'époque, il n'y avait quasiment aucun argument pour acheter un FX plutôt que d'acheter un processeur Intel, puisqu'ils étaient meilleurs sur quasiment tous les points. Et côté GPU à l'époque, chez AMD, c'était pas la dinguerie non plus, ils sont vraiment passés pas très loin de la faillite. Et les Ryzen, en quelque sorte, ça les a quand même sauvés. Et pour l'utilisateur lambda, cette première génération de Ryzen, alors ça n'a pas été la plus populaire, bien évidemment, puisque pour se réimposer sur un marché, ça prend plusieurs années, mais avec le recul, on s'aperçoit quand même que c'était un petit tour de force. Puisqu'il faut bien l'admettre, chez Intel, pendant de nombreuses années, on a quand même eu beaucoup de stagnation. On va dire que depuis la génération Core 2000 jusqu'au Core 7000, eh bien c'était un petit peu du recyclage, c'était toujours du quad-core, 8 threads au niveau des performances. Alors ça augmentait au fil du temps. Évidemment, les Core 7000 étaient plus puissants que les Core 2000, mais on va dire que si on avait acheté un i7 2600K au moment de sa sortie, qu'on l'overclockait, il n'y avait pas énormément de raisons de vouloir changer pour un Core de nouvelle génération. On pouvait tout à fait tirer sur un Core 2600K pendant très très longtemps, et comme on l'a vu la semaine dernière, dans mon test actuel, le 4770K avec un overclock, alors certes, ça n'a pas les mêmes performances que les tout nouveaux processeurs, mais on peut encore s'en sortir. Et ce qui a aussi fait beaucoup bouger les lignes avec les Ryzen de première génération, c'était le nombre de corps disponibles sur la plateforme, puisqu'à l'époque, chez Intel, la plateforme grand public, c'était du 4 corps, 8 threads. Pour avoir du 6 corps ou du 8 corps, il fallait passer sur les plateformes pro ou semi-pro, qui étaient beaucoup plus chères. Et le tour de force d'AMD ici, c'était que le premier processeur proposé sur la plateforme Zen, c'était un 8 corps, 16 threads, qui était proposé à un tarif à peu près moitié prix que les processeurs d'Intel. Alors le 1800X était certes un petit peu moins puissant que le 8 core 16 threads de l'époque d'Intel, mais il était surtout beaucoup moins cher, et au final l'écart de performance par rapport à la différence de prix, c'était quand même hyper difficile pour Intel de justifier des tarifs pareils avec ce processeur en face. Et ce qui était encore plus fort, c'est qu'AMD ne s'est pas arrêté là, on a connu la suite après, les Ryzen 2000, 3000, 5000, les X3D, et la nouvelle génération qui va arriver maintenant pour la fin de l'année. Et cette avancée très rapide d'AMD, bien aidée par TSMC, avec ses process de fabrication un petit peu plus avancés qu'Intel, qui était un petit peu dans la sauce pendant quelques temps, ça a permis d'AMD d'avancer très vite, et ça a déstabilisé Intel pendant quand même un petit moment, jusqu'à dernièrement, avec la génération 12 chez Intel, où ils sont revenus de bien belle façon, mais ça a quand même été des années assez compliquées pour Intel, puisqu'après la génération 7000, ils ont dû lancer assez rapidement la génération 8000, on le voit surtout vu comment ça s'est passé à l'époque au niveau de la gestion du socket qui est resté le même mais qui n'était plus compatible avec les anciens processeurs, et ça a aussi permis d'avoir plus de corps du côté de chez Intel, puisque avec la génération 8000 on a vu l'arrivée des 6 corps 12 threads sur les plateformes grand public chez Intel également. Mais bon, on va pas faire tout l'historique, mais malgré tout, cette première génération de Ryzen, ça a déclenché pas mal de choses derrière, et ce qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à AMD quelque part, surtout principalement avec la multiplication des corps. Et autre point hyper important de la plateforme Ryzen, c'est le socket AM4 qui nous accompagne encore aujourd'hui, puisque les Ryzen de première génération, ça date de 2017, donc ça a maintenant plus de 5 ans, et la plateforme AM4, elle est toujours là, et elle sert encore à l'heure actuelle, avec les Ryzen 5800X 3D qui sont toujours compatibles. Et dans les grandes lignes, on s'attend à ce qu'AMD continue de maintenir cette plateforme en vie, pas forcément en sortant de nouveaux processeurs, mais en continuant de mettre à jour les BIOS et ce genre de choses,
pour continuer de faire vivre la plateforme qui servira très certainement de plateforme d'entrée de gamme. Et la durée de vie de la plateforme AM4, eh bien c'est quand même hyper bienvenu, hein. Quand on voit qu'Intel change de socket toutes les 2 générations, donc c'est-à-dire à peu près tous les 2 ans, et bien depuis la sortie des Ryzen 1000, chez AMD, on est toujours sur le même socket, on peut toujours mettre les derniers processeurs qui sont sortis sur la M4, tandis que chez Intel, eh bien, on a changé de socket à peu près 4 fois. Ce qui est quand même une différence assez notable, hein. Ce qui veut dire aussi, si vous aviez acheté un Ryzen de première génération à l'époque, ben même maintenant, vous pouvez mettre les derniers processeurs sur votre carte mère, très probablement. Tandis que chez Intel, si vous aviez acheté un Core 7000, ben, il aurait fallu changer toute la plateforme. Mais bon, malgré tous ces points forts, les Ryzen de première génération n'étaient pas parfaits, loin de là. Il y a eu pas mal de soucis, surtout au début, et principalement au niveau de la gestion de la RAM, c'était quand même hyper compliqué. Il y avait beaucoup de kits de DDR4 qui ne fonctionnaient pas bien avec les Ryzen de première génération. Ça s'est beaucoup amélioré avec les Ryzen 2000, et aussi fortement encore après avec les Ryzen 3000 et les Ryzen 5000, où là il n'y a quasiment plus de problème du tout. C'est de l'histoire ancienne, mais l'accouchement de la plateforme Zen, ça n'a pas été sans problème. Et pour les cartes mères, c'était pas franchement l'enthousiasme au niveau des différents partenaires, mais ça se comprend, puisqu'on sortait de la longue période de loose au niveau des FX, c'était pas l'hyper enthousiasme, hein, pour lancer cette plateforme Zen de première génération. Et ça s'est vu, les cartes mères qui étaient proposées, bon alors c'était pas non plus la catastrophe, mais c'était clairement pas les meilleures cartes mères que les différents fabricants aient proposées. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est très vite passé des chipsets 300 aux chipsets 400, même si en fait c'était quasiment les mêmes, mais ça permettait de faire un relancement de la plateforme dans les grandes lignes, et avec des cartes mères de bien meilleure qualité pour la plupart des fabricants aussi. Et au niveau des performances à l'époque, effectivement, hein, les 6 cores et 8 cores que proposait AMD, ils étaient particulièrement intéressants pour tout ce qui était applicatif. Par contre, en gaming, hein, si on reprend les tests de l'époque, eh bien, on voit que ça tournait aux alentours des performances des cores 2000 ou 3000 de chez Intel, voire 4000. Mais c'était pas au niveau des derniers processeurs d'Intel à l'époque. Bref, on va voir comment ça se comporte en 2022. Et pour faire ça, j'ai choisi de tester le Ryzen 5 1600, hein, donc 6 cores, 12 threads. C'est souvent la gamme qui a le meilleur rapport performance-prix chez AMD, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Les Ryzen 5 5600 sont à l'heure actuelle proposés à un tarif avoisinant les 200 €, ce qui en fait d'excellents processeurs. Et justement, hein, si vous avez encore un Ryzen de première génération, vous pouvez très certainement faire un upgrade vers un Ryzen de dernière génération, juste en changeant le processeur et en faisant un flash du BIOS. Si votre carte mère est compatible, ça vous permettrait de faire un upgrade pour un tarif quand même hyper intéressant, juste en changeant le processeur. Par contre, au niveau de la config de test, et c'est un petit peu dommage, hein, c'est que ces Ryzen de première génération ne sont que très rarement compatibles avec les cartes mères en B550 ou X570, enfin les derniers chipsets en date de chez AMD. Donc j'ai dû me procurer une carte mère en B450 pour pouvoir tester ce Ryzen 1600. Bon, c'est pas le chipset qui change les performances, hein. Même si je l'avais mis sur ma carte mère habituelle, ça aurait rien changé au niveau de ses perfs. En dehors de ça, la config c'est la même que d'habitude. D'ailleurs, si vous cherchez à savoir tout ce qu'il y a en détail, ce sera dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pour le test en lui-même, c'est le même protocole que d'habitude. Par contre, j'ai viré le 720p détail élevé. Du coup, on se retrouve avec le 720p détail minimum pour dire de montrer la plus grosse différence possible en jeu, puisque en 720p détail minimum, le GPU n'a pas énormément d'importance. Ensuite, on aura le 1080p détail élevé, 1440p détail élevé, et la 4K détail élevé aussi. Sur la plupart des graphiques, le 1600 sera comparé au 5600 et au 12100F de chez Intel qu'on a testé dernièrement. Par contre, sur le récap à la fin, il y aura tous les processeurs que j'ai testés jusqu'ici, ce qui vous permettra de voir un petit peu où se situe le 1600 par rapport aux autres. Alors pour l'applicatif, ça se limite à N-Break à chaque fois, c'est de l'encodage en H264 et H265. Ce qu'on note ici, évidemment, c'est que le 1600 est à la peine, même par rapport aux 4 corps 8 threads de dernière génération de chez Intel, puisque le 12100F fait mieux que notre Ryzen 1600 en H264 et particulièrement en H265 où il lui met quand même une belle fessée. Et on note aussi très clairement l'avancée assez énorme entre le 1600 et le 5600. En H265, on est quasiment à 1 x2 pour le 5600, donc c'est quand même une très grosse évolution
entre ces différentes générations de processeurs. Alors pour Factorio, on avait déjà vu que le 12100F était très à l'aise, que le 5800 X3D était encore plus à l'aise sur ce type de tâches. Le 5600 est un bon cran au-dessus du 1600 dans l'ensemble, sans grosse surprise, mais c'est pas aussi important que sur d'autres programmes. Pour Stellaris, eh bien c'est la situation un petit peu inversée entre le 12100F et le 5600, puisque Stellaris semble apprécier fortement Zen 3, tout simplement, puisque le 5600 ici est un bon cran devant. Le 12100F est toujours devant le 1600, mais la différence est beaucoup moins marquée. Sur le test CPU de The Rift Breaker en 720p, alors évidemment le 1600 est quand même assez largué par rapport aux deux processeurs plus récents, et c'est particulièrement marquant sur les 1% low, donc les baisses de FPS. Les deux processeurs plus récents font plus de 2 fois mieux dans ces cas-là. En gaming un petit peu plus classique, sur Assetto Corsa, eh bien on observe un comportement qu'on va voir quasiment tout le temps en fait. Évidemment le 1600 est à la traîne par rapport aux processeurs de nouvelle génération, et on observe quand même une belle différence jusqu'en 4K la plupart du temps, où là évidemment ça se resserre de plus en plus, mais on observe que même en 1440p, il y a une belle différence entre un 1600 et un 5600. Pour Battlefield 2042, c'est la même histoire. Par contre, ce qui est plus gênant pour le Ryzen 5 1600, eh bien c'est les 1% low qui sont quand même assez bas. Et on voit que même en 1440p, il n'arrive pas à maintenir un 60 fps constant, puisqu'on a des baisses jusqu'à 49 fps, là où notre 12100F et notre 5600 sont capables de maintenir plus de 100 fps en average et plus de 60 fps sur les 1% low, ce qui offre une expérience bien plus fluide dans l'ensemble. Cyberpunk 2077, alors c'est un jeu qui est beaucoup plus dépendant du GPU que du processeur, et ça se voit, évidemment sur les AAA qui sont très intensifs côté puissance graphique, le 1600 est plus à l'aise, et la différence est moins marquée que sur d'autres jeux. Pour Destiny 2, encore une fois, le Ryzen 5 1600 est quand même un bon cran derrière les deux autres, jusqu'en 4K où l'écart se resserre, mais même en 1440p, la différence est quasiment de 50%, c'est quand même pas rien. Pour Far Cry 6, qui est un jeu assez gourmand côté GPU et CPU aussi, eh bien on voit que le 1600 est très vite limitant pour notre GPU ici, et il n'y a qu'en 4K où il se resserre fortement avec les autres, où là il n'y a vraiment pas énormément de différence, mais même en 1440p encore une fois, la différence est quand même assez notable. Pour Final Fantasy XIV, c'est la même histoire que d'habitude. Les 1% low, tout particulièrement, sont assez moches sur ce jeu pour le 1600, qui n'arrive pas à maintenir un 60 fps au niveau des 1% low. Encore une fois, ça rendra l'expérience un petit peu moins fluide dans l'ensemble. Pour Fortnite, ça ressemble énormément au comportement que l'on a vu sur FF14, et les deux processeurs les plus récents offrent quelque chose de largement plus fluide à l'usage que le 1600 qui commence à être un petit peu à la peine sur ce jeu-là. Forza Horizon 5, c'est un jeu qui lui est beaucoup plus limité par les performances du GPU, et ça se voit ici. Dans ce jeu-là, très clairement, le 1600 est certes derrière les deux autres, mais ça reste un niveau de performance relativement correct et jouable sur ce type de jeu. Pour GTA V, évidemment, encore une fois, c'est en dessous des deux autres processeurs, mais ça reste jouable dans les grandes lignes. On arrive à maintenir plus de 60 fps même sur les 1% low. C'est pas idéal, mais ça passe. Guild Wars 2, un autre MMORPG ici, et on voit encore une fois que les baisses de FPS sont assez violentes sur ce jeu par rapport aux processeurs de nouvelle génération. Les chutes de FPS sont beaucoup moins violentes, tout particulièrement avec le 12100F qui s'en sort vraiment bien sur ce jeu, même par rapport au 5600. Horizon Zero Dawn, c'est un jeu plus porté sur le GPU, encore une fois. Sur ce type de jeu, le Horizon 1600, ça fait le taf. Flight Simulator, encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est que c'est très clairement le GPU qui prend le dessus, puisqu'à partir du 1440p, ça se resserre fortement, même si le 1600 reste un petit cran derrière. Dans l'ensemble, c'est quand même bien plus agréable sur les processeurs de dernière génération. Pour Age of Empires 4, on voit que dès qu'on met les détails en élevé, les performances se resserrent énormément, et dans ces cas-là, le 1600 fait quasiment jeu égal avec les deux autres processeurs, même si sur Age of Empires 4 les processeurs Intel sont
plus à l'aise que les processeurs d'AMD. Shadow of the Tomb Raider, c'est un comportement plutôt classique. On note quand même encore une fois une très grosse évolution entre le Ryzen de première génération et les Ryzen 5000 qui sont quand même loin devant. Star Citizen, c'est un jeu qui n'est pas du tout optimisé, qui est toujours en développement. Et sur ce titre-là, les chutes de FPS sont quand même très violentes pour le Ryzen 1600 et l'expérience est beaucoup moins fluide qu'avec le 12100F et tout particulièrement le 5600 qui est plus à l'aise sur ce jeu-là que les deux autres. Pour Star Wars The Old Republic, alors là on voit que ça coince un petit peu pour notre 1600. Au niveau des chutes de FPS, c'est beaucoup plus violent qu'avec les deux autres, même si on a aussi des belles chutes de FPS avec le 12100F ou le 5600. Dans l'ensemble, ça reste bien plus fluide avec nos nouveaux processeurs. StarCraft 2, c'est intéressant puisque c'est un titre qui ne se sert quasiment que d'un seul corps. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'entre le 1600 et le 5600, eh bien, on a quasiment un x2. Que ce soit sur la Edge ou sur les 1% low, le 5600, il fout une grosse claque au 1600 sur ce titre-là. Pour Vermintide 2, encore une fois, le 5600, c'est lui qui est le plus à l'aise sur ce titre-là par rapport au 12100F ou au 1600. Ça reste malgré tout jouable, avec le 1600, il n'y a pas de souci particulier. Pour Total War Warhammer 3, bon, je le dis à chaque fois, mais c'est un jeu codec le cul, il y a un problème avec les drivers d'AMD également, ce qui fait que la différence se note quasiment uniquement sur le 720p détail minimum. Au-dessus de ça, il y a clairement un blocage, mais on voit que quand le problème ne vient pas du GPU, eh bien il y a quand même une belle différence avec le 1600 et les deux autres. World of Warcraft, encore une fois, un MMORPG, on note quasiment un x2 au niveau des performances entre le 1600 et le 5600. Bien évidemment, quand on voit les performances de tous les processeurs sur ce jeu-là, ça reste jouable malgré tout. Ça reste fluide, il n'y a pas de problème. Yakuza Like a Dragon, alors c'est un jeu assez capricieux au niveau de son moteur, et on voit encore une fois ici que nos deux processeurs les plus récents sont bien plus à l'aise que le 1600 qui commence à être un petit peu à la peine ici, en dehors de la 4K. Au récap de performance en 720p détail minimum, alors on note que le 1600 est moins performant que notre 4770K overclocké. Par contre, il est plus ou moins au même niveau que le 4770K à stock. Alors je ne l'ai pas mis ici, mais on est plus ou moins dans les mêmes lignes, voire un petit peu au-dessus pour le 1600. On voit aussi qu'en gaming, le 12100F est plus de 50% plus rapide que le Ryzen 1600. On voit que notre 5600 est plus de 70% plus rapide que le 1600. Le 5900X, on est quasiment à un x2. Et le 5800X 3D, on est à du quasi 220%. Donc en 720p détail minimum, on voit quand même une évolution assez massive entre le Ryzen de première génération et les nouvelles générations qui lui foutent quand même une sacrée raclée. En 1080p, ça se resserre un petit peu bien évidemment, puisqu'ici le GPU est un petit peu plus mis à contribution. Malgré tout, on garde toujours environ 10% de différence avec le 4770K, le 12100F est toujours quasiment 50% au-dessus, le 5600 également, le 5900X on est quasiment à 70% au-dessus, et notre 5800X 3D est quasiment à un x2 encore une fois, et on note que sur les 1% low, eh bien le 5800X 3D a une avance quand même assez énorme sur les baisses de FPS, il est bien plus stable. En 1440p, ça se resserre encore un petit peu plus, mais quand même, le 5800X 3D est quasiment 60% au-dessus, le 5900X 50%, le 5600 on descend à 40%, mais la différence, même avec le 12100F, est quand même significative. 40% de perf en plus juste en changeant de processeur, c'est pas négligeable. Et même en 4K, comme on le voit ici, le 4770K overclocké arrive à maintenir environ 10% de perf en plus, le 12100F 35%, le 5600 32%, le 5900X on est à quasiment 40% de perf en plus, et le 5800X 3D lui est à plus de 40% de perf en plus, particulièrement encore une fois sur les 1% low. Et c'est pas négligeable du tout, 40% de perf en plus, c'est plus ou moins la différence générationnelle entre une génération de GPU et une autre. Donc à la vue de tout ça, ce qu'on observe, c'est que très clairement, entre le Ryzen de première génération et les Ryzen 5000 actuels, en 4 ans, AMD a fait un x2 au niveau des performances, que ce soit en applicatif ou en gaming, c'est plus ou moins ce qu'on retrouve quand on n'est pas limité par le GPU. Et c'est quand même hyper impressionnant du côté des processeurs, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une amélioration des performances aussi rapide, tout en augmentant le nombre de corps, même si maintenant, effectivement, chez AMD, on stagne sur du
16 corps, 32 threads, ça reste quand même hyper impressionnant ce qu'AMD a réussi à faire en quelques années. Et bien évidemment, hein, le 12100F reste encore une fois super impressionnant pour son tarif, hein, puisqu'actuellement, je vous le rappelle, c'est un processeur qui coûte à peu près 100 balles en neuf. Vu les performances qu'il propose, que ce soit en gaming ou en applicatif, ben, il fait mieux que le Ryzen 1600 dans la plupart des tâches. Pour un tarif quand même hyper agressif, ça reste impressionnant là aussi, encore une fois. Mais bien évidemment, hein, si vous êtes déjà sur une plateforme AM4, il n'y a pas grand intérêt à partir sur la plateforme Intel. Et effectivement, si vous avez un Ryzen 1600, l'upgrade vers un Ryzen 5600 en faisant une mise à jour du BIOS, si c'est disponible pour votre carte mère, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger, et je pense que l'upgrade vaut complètement le coup entre un Ryzen de première génération et les 5600 actuels qui sont trouvables aux alentours des 200 €. Alors c'est pas un upgrade nécessaire ou indispensable pour tout le monde, hein, j'en suis bien conscient. Vous pouvez tout à fait encore continuer d'utiliser votre Ryzen 1600 sans problème, ça dépend ce que vous faites, ça dépend de vos exigences, malgré tout, on a quand même un gap de performance non négligeable, hein, entre le Ryzen 1600 et le 5600. Sans compter qu'à côté de ça, alors c'est pas visible dans les graphiques, mais la différence à l'usage du système est bien plus fluide avec le Ryzen de dernière génération plutôt qu'avec le 1600. Que ce soit au niveau des chargements dans les différents jeux, que ce soit le système sous Windows. C'est difficile à décrire puisque j'ai pas sorti mon chronomètre pour voir un petit peu combien de temps ça mettait à faire certains chargements, mais très clairement c'était plus rapide avec le 5600, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut ressentir quand on passe d'un disque dur à un SSD, en un petit peu moins violent quand même, mais la différence se fait ressentir. Mais bon, je trouve quand même, hein, que rien que le fait de pouvoir changer d'un Ryzen 1600 à un Ryzen 5600 et d'avoir autant de performance en plus, c'est quand même assez incroyable, hein. Parce que si vous aviez acheté un i7 de 7ème génération à l'époque, eh bien vous seriez obligé maintenant de changer la plateforme en entier pour avoir un upgrade, tandis qu'ici, on change juste le CPU et on est reparti pour un tour. À mon avis, hein, le 5600 risque de pouvoir tenir encore plusieurs années plutôt tranquillement. Bref, le 1600, effectivement, ça a pris un petit coup de vieux, tout particulièrement si vous avez un GPU récent. Encore une fois, et on l'a vu avec le 4770K, c'est le type de processeur où ça ne sert pas à grand chose de partir sur un GPU de puissance équivalente à une 1080 Ti, hein. Donc tout ce qui est RTX 3060, RX 6600, 6600 XT, c'est un petit peu le dernier upgrade côté GPU vers lequel je me dirigerai, puisqu'au-dessus de ça, vous êtes limité par votre processeur, c'est pas super pertinent, à part si vous avez prévu de changer le processeur rapidement aussi. Donc bref, hein, les Ryzen de première génération, ça a pris un petit coup de vieux, après à vous de voir si ça vaut le coup d'upgrade pour vous ou pas. Mais l'évolution, encore une fois, est quand même assez impressionnante, hein, depuis cette première génération. Et à la vue de tous ces chiffres, hein, moi, tout ce que j'espère, eh bien, c'est que la prochaine plateforme d'AMD, hein, la M5, aura une durée de vie aussi intéressante et importante que la M4, puisqu'encore une fois, on voit que la différence est quand même assez majeure entre ces deux processeurs, donc ce serait cool que ce soit le cas encore une fois avec la future plateforme d'AMD. Enfin bon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Très clairement, hein, ça aide. Donc je vous remercie d'avance. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!